Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors pour terminer sur la réaction d'élimination, on va voir un petit peu quelques facteurs qui vont influencer plutôt le fait d'aller vers de l'élimination d'ordre 1 ou de l'élimination d'ordre 2. On avait fait à peu près la même vidéo au niveau des substitutions nucléophiles où on avait identifié quelques caractéristiques qui permettaient de dire bon, je vais plutôt aller vers de l'ordre 1 ou de la substitution d'ordre 2. Donc là, les critères qu'on va retrouver sont à peu près les mêmes, notamment en ce qui concerne la nature de ton substrat, c'est-à-dire la molécule porteuse du groupe partant. Et on va voir également que le nucléofuge va avoir une importance, et puis la force de la base également va avoir une importance. Donc pour commencer, on peut se permettre de faire un petit rappel sur les éliminations d'ordre 1 et d'ordre 2. Donc on avait vu pour une élimination les éléments importants, en tout cas les éléments qui doivent être présents pour faire l'élimination. Ça va être bien entendu dans un premier temps la présence d'un nucléofuge électroattracteur qui va être capable de partir avec les deux électrons de la liaison qu'il a mis en commun avec le carbone ici. Et pour l'élimination, ce qu'on doit avoir absolument également, ce carbone ici, c'est le carbone alpha, celui porteur du groupe partant, et avoir sur le carbone en position bêta l'existence d'au moins un hydrogène, et cet hydrogène-là, qui devient très acide de par l'effet électroattracteur du nucléofuge, eh bien, il va pouvoir être arraché par une base, de manière à aller créer la double liaison carbone-carbone, et faire partir le groupe partant. D'accord? Donc ça, ce sont deux éléments qui sont capitaux. Ils doivent exister, sinon la réaction ne pourra pas se passer. Et on a vu qu'il existait l'élimination soit d'ordre 1, soit d'ordre 2. La première, d'ordre 1, on avait identifié que c'était une réaction qui était en deux étapes. Et la première étape, c'est une réaction lente, c'est le départ du nucléofuge tout seul, c'est-à-dire que la base, elle attend tranquillement dans son coin que le nucléofuge veuille bien partir, et seulement lorsque la place est libre, eh bien la base va attaquer le carbocation intermédiaire. Donc première étape, c'était le départ du nucléofuge tout seul, je forme le carbocation intermédiaire, d'accord? C'était l'élément important, le carbocation qui est plan avec deux phases d'attaque, etc., etc. Et une fois que ce carbocation est formé, eh bien la base va aller chercher l'hydrogène acide et les deux électrons de la liaison CH vont aller compenser le défaut d'électrons du carbocation par la formation d'une liaison pi, une liaison double carbone-carbone, de manière à supprimer cette charge positive sur le carbone. Et on a bien fait l'élimination. J'ai éliminé le groupe partant et l'hydrogène bêta, et j'ai formé la liaison double. Donc réaction E2, deux étapes. E1, pardon, deux étapes, passage par le carbocation. Et la réaction d'élimination d'ordre 2, elle, se fait cette fois-ci en une seule étape, c'est-à-dire que la base ne va pas attendre que le groupe partant s'en aille, elle attaque directement le substrat. Elle attaque directement l'hydrogène en position bêta, exactement de la même manière que ce qu'on a fait ici. J'attaque en position bêta, et puis je forme ma liaison double, et en faisant ça, comme j'apporte des électrons ici, de ce côté-là, je vais chasser le groupe partant qui s'en va avec les électrons pour former directement, on ne passe pas par le carbocation, on arrive directement au produit de la réaction, d'accord? Produit d'élimination, ou bêta-élimination pour être très précis. Ok, donc voilà le petit rappel sur les éliminations ordre 1 et ordre 2 qu'on a vu ensemble. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui va influencer ces différents types de réactions. En élimination d'ordre 1, on vient juste de le voir, elle nécessite le passage par un carbocation, donc si on veut espérer faire une réaction d'ordre 1, il faut essayer d'avoir un carbocation qui est stable. Le carbocation, il est instable dans tous les cas, mais on va pouvoir le stabiliser par des groupements donneurs d'électrons. On a déjà vu ça ensemble. Je prends un exemple ici, la série classique, des dérivés, je prends des dérivés halogénés, donc ça c'est mon substrat, porteur de mon groupe partant, ici c'est le chlore, et j'ai respectivement un dérivé halogéné primaire, un seul substituant différent de H primaire, deux substituants différents de H secondaire, et 1, 2, 3 substituants différents de H, dérivé halogéné tertiaire. Je fais de la réélimination d'ordre 1, donc je fais première étape, départ du nucléofuge, ici c'est le chlore qui s'en va avec les électrons pour former le chlorure, et je vais respectivement former le carbocation primaire, secondaire et tertiaire. Okay, donc ça c'est du grand classique. Et on a vu qu'on pouvait classer ces carbocations par ordre de stabilité par rapport aux différents substituants qui sont liés à ce carbone déficitaire en électrons. Ici j'ai un seul substituant qui est inductif donneur, c'est le groupement carbonique que j'ai à gauche, donc un effet donneur inductif. Ici j'en ai deux, ici j'en ai trois.
Et on l'a vu, hein, le carbocation il est d'autant plus stable qu'il est enrichi en électrons par effet inductif et encore plus par effet mésomère. Mais en tout cas ici, sur mes exemples là, présentés ici, le carbocation tertiaire est bien entendu le carbocation le plus stable, c'est-à-dire celui qui va demander le moins d'énergie pour être formé. Donc, c'est celui qui se fera le plus facilement. Donc, plus la stabilité augmente du carbocation, plus je vais faciliter le passage par une réaction d'élimination d'ordre 1. Okay, donc ça, c'est exactement équivalent à la substitution nucléophile d'ordre 1. Le carbocation doit être stable si je veux espérer le former et passer par ce type de mécanisme. Okay, donc ça, c'est un critère évidemment qui est beaucoup moins important pour l'élimination d'ordre 2, puisqu'en ordre 2, je ne passe pas par le carbocation. Donc je me fiche totalement de la stabilité de ce carbocation intermédiaire. Si on reste toujours sur l'élimination d'ordre 1, on l'a vu, l'ordre 1, la base, elle attend tranquillement que le nucléofuge s'en aille. Donc toute la vitesse de la réaction va dépendre du départ du nucléofuge. Donc là, l'élimination d'ordre 1, elle va forcément nécessiter un très bon nucléofuge. Il faut qu'il s'en aille, dès que possible, il s'en va. D'accord ? Sinon, la réaction n'aura pas lieu. Donc pour le nucléofuge, on a déjà vu, hein, ce groupe partant, il doit être capable de stabiliser les deux électrons qu'il emmène avec lui, hein, puisqu'il embarque les deux électrons de la liaison. Et ça correspond à ce qu'on a déjà vu ensemble dans les réactions acido-basiques, par exemple, et également sur les substitutions nucléophiles. Ça doit être un atome qui est gros, très volumineux et qui doit être très peu basique. Ça, c'est la définition d'une base faible, c'est-à-dire c'est un bon groupe partant. Et plus le groupe partant va être un très bon nucléofuge, plus la réaction va être rapide, bien entendu, puisque la vitesse de la réaction, je te le redis, elle dépend que du départ plus ou moins rapide de ce nucléofuge. Donc je te donne des exemples, des exemples de groupes partants qu'on peut retrouver n'importe où, classés de cette manière-là dans d'autres cours, dans d'autres vidéos que tu pourras voir par ailleurs. Donc l'iode, le brome, le chlore, l'eau et puis l'anion hydroxyle par exemple. Donc là ils sont, celui-ci très bon groupe partant, vers de moins en moins bon groupe partant. Pourquoi ? Parce que la taille, ici on voit qu'elle diminue, et on a dit un bon groupe partant ça va être un gros atome. Pourquoi ? Parce que plus l'atome il est gros, plus il est capable de stabiliser les deux électrons qu'il a embarqués avec lui. Okay, donc il faut qu'il ait une taille importante. Et l'iode, c'est un atome, hein, on descend dans la classification périodique pour récupérer l'iode, et plus tu descends dans la classification, plus la taille des atomes devient grande. Okay, donc l'iode est beaucoup plus gros que l'oxygène. Et également, lorsqu'on va de gauche à droite, on a une augmentation de la basicité, et la base, plus elle est forte, plus elle devient un mauvais groupe partant. Pourquoi ? Parce qu'une base très forte, c'est quelque chose de très réactif, c'est-à-dire que dès que cette base-là, qui est très forte, dès qu'elle sort, dès qu'elle s'en va en tant que groupe partant, comme elle est forte, elle est réactive, bah elle revient directement sur le carbone qu'elle vient de quitter. Okay, donc ça fait bien d'elle un très mauvais groupe partant. Je t'ai mis les valeurs ici de pK. Hein. Donc tu vois, pour l'iodure, ici, on a un pK de moins 10, donc ça c'est une base extrêmement mauvaise, d'accord, alors qu'on est aux alentours de 16 pour l'anion hydroxyle. Donc le gagnant ici, là-dedans, évidemment, c'est l'iodure. Excellent groupe partant, très gros atome, beaucoup de place pour stabiliser les électrons qu'il a embarqués avec lui. Et comme il est très gros, ben, lorsqu'il va partir, il va diminuer un petit peu l'encombrement stérique, donc ça va favoriser son départ très fortement. Et à l'opposé, l'anion hydroxyle ou H-, c'est quelque chose de très basique, donc c'est une base relativement forte et ça fait d'elle un groupe partant relativement mauvais. Et ce critère, il est important évidemment également au niveau de la E2, même si c'est un petit peu moins que pour la E1, il est important parce que le groupe partant, il faut quand même qu'il puisse partir à un moment ou à un autre, peu importe le mécanisme E1 ou E2. Et enfin, pour terminer, la E2, elle nécessite une base très forte pour faire la réaction, c'est-à-dire la base qui va permettre d'arracher l'hydrogène en position bêta, du carbone porteur du groupe partant. Pourquoi c'est important pour la E2? Parce que la vitesse de la réaction, elle va dépendre de cette base-là. Puisque si la base n'est pas capable d'aller arracher le H, eh bien, il n'y aura pas de réaction qui va se faire. Okay, c'est la base qui va amorcer le mécanisme, donc elle est très importante sur la E2. Donc, les bases, généralement, on l'a vu, pour que ce soit des bonnes bases, il faut que ce soit des bases qui soient relativement encombrées, de manière à éviter la compétition avec la substitution nucléophile. Je te mets un exemple, ici un alcoolate. Au moins ici, donc sur un carbone hybridé sp3, on a bien un alcoolate. Ça, c'est une base très forte. Et tu vois que celle-ci, elle est très encombrée. Donc, c'est une base forte parce que la réaction acido-basique, c'est au moins qu'il va aller chercher un H+. Le H+, il est tout petit, donc peu importe qu'il y ait de la place ou pas de place,
Ici, une base comme ça très encombrée, elle est capable d'aller chercher un petit H, d'accord, qui ne prend pas de place du tout. Par contre, ça c'est un très mauvais nucléophile, parce que le nucléophile, il ne va pas aller chercher un H tout petit, le nucléophile, il va aller s'additionner sur un atome, en tout cas dans une région pauvre en électrons, qui éventuellement peut être une région très encombrée elle-même, ce qui fait que là, ça devient un très mauvais nucléophile. Okay. Donc ça, c'est quelque chose de très basique, par contre, mauvais nucléophile. Contrairement à un anion de ce type-là, c'est-à-dire ici un deuxième alcoolate, le méthanolate, ici, très petit, hein, d'accord, le carbone ici possède des hydrogènes tout petits, donc ça c'est quelque chose de très basique, il n'y a pas de problème. Par contre, comme c'est très peu encombré, ça fait de cette base qu'elle devient également un très bon nucléophile. Donc, ça va être très mauvais pour la réaction d'élimination d'ordre 2. Pourquoi? Parce que je vais très fortement, très logiquement avoir une compétition avec la substitution nucléophile. Okay, ça c'est très basique, c'est également très nucléophile. Donc je peux à la fois éliminer et à la fois substituer mon groupe partant. Okay, donc il faudra rechercher systématiquement pour une élimination d'ordre 2 une très bonne base qui soit à la fois très faiblement nucléophile, c'est-à-dire plutôt encombrée. Et dernière petite remarque, hein, c'est valable pour l'élimination d'ordre 1 et d'ordre 2. Hein. Si on a une base qui est elle-même très encombrée et que de toute façon sur ma position bêta, hein, là où j'ai l'hydrogène qui doit participer à l'élimination, si j'ai un substrat qui est lui-même extrêmement volumineux, très encombré, eh bien peu importe la base que je choisis, si je choisis une base encombrée également, on se doute bien qu'il y a énormément de difficultés pour elle pour aller chercher l'hydrogène qui est caché en plein milieu de tous ces groupements qui prennent beaucoup de place. Okay. Donc ça c'est un critère qui est valable pour l'élimination d'ordre 1 ou d'ordre 2. Si mon substrat est extrêmement encombré, c'est logique que je vais avoir une réaction qui va être difficile à mettre en place. Okay. Donc ça, c'est un critère qui est important également au niveau de la E2. Mais en tout cas, pour l'ordre 2, pour la E1, pardon, pour l'ordre 2, il te faut absolument une base extrêmement forte, puisque c'est elle qui amorce le mécanisme. Donc voilà les quelques petits éléments que je voulais te présenter sur les différents facteurs qui vont influencer plutôt le fait d'avoir une E1 ou une E2, comme on l'a fait sur la substitution nucléophile. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt.